Bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre pour ce live. Donc on va commencer directement par, comme d'habitude, un petit cadrage. Toujours, hein, c'est une démarche qui est ouverte, c'est une démarche qui permet de vous donner la parole et de vous permettre de nous envoyer des commentaires, de nous interroger sur notre programme, sur ce que nous ferions demain si nous étions à la majorité à Douai et que nous gouvernions la ville, pardon. Donc quelques règles. Le respect des personnes, le respect aussi du sujet du live dans les commentaires. Aussi, vous avez la possibilité de déposer des commentaires via Facebook, donc directement dans le live, et en fait on essaiera de vous répondre du mieux que l'on peut. Vous avez aussi la possibilité de nous envoyer des commentaires sur le WhatsApp. Alors, on va peut-être commencer par se présenter. Je sais pas, qui veut commencer à se présenter? Allez, je commence par toi. Donc moi je suis... donc moi je suis Patrick Lensa, je suis administrateur système pour une grande boîte française, et donc je suis intéressé dans le... Là je viens pour parler un peu présenter un petit peu l'impact écologique, notamment du secteur IT. Donc parler un peu de ça, s'orienter un peu là-dessus. Alors moi je suis Henri Liensa, je suis sur la liste Douai Collectif, et mon sujet ce sera plutôt les positions de Douai Collectif par rapport à l'IT, quoi. Et donc, moi, c'est Nicolas Froidure. Alors, je travaille aussi dans le domaine de l'informatique. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé de femmes qui souhaitaient faire ce live sur l'informatique. Donc, on va se contenter de 3 hommes. L'idée, c'est aussi qu'on représente le collectif sur cette partie-là. Mais bien entendu, il y a tout un ensemble d'autres sujets. Moi, je travaille dans l'informatique, mais je suis aussi formateur sur le numérique éco-responsable dans une école d'ingénieurs et dans un IUT. Donc c'est un secteur aussi que je connais plutôt bien. D'ailleurs, on avait prévu de commencer par une petite présentation justement issue de ces cours pour peut-être un peu planter le décor de pourquoi le numérique c'est un sujet, et un sujet de manière générale, et puis après on ira sur pourquoi c'est un sujet au niveau d'une mairie. Donc quels sont les impacts écologiques du secteur de l'IT? Les principales ressources qui sont utilisées dans le domaine de l'IT, ça va être des matériaux. Donc les matériaux, ça va être pour produire les différents périphériques, les téléphones, les serveurs, etc. Ça va être bien sûr des déchets, parce qu'en fait derrière, effectivement, il y a des déchets qui doivent être traités. Donc il y a quand même une pollution qui est générée par le traitement de ces déchets, et pire quand ils ne sont pas traités. Il y a aussi des ressources sous forme d'énergie, donc bien souvent c'est de l'électricité, mais en fonction du type d'électricité, ça va être plus ou moins carboné, donc ça va émettre plus ou moins de gaz à effet de serre. Et puis après il y a aussi de l'eau pour le traitement des déchets, de l'eau pour la production des métaux, mais aussi de l'eau pour refroidir les data centers. Donc là, on peut voir un petit peu les différents éléments, par exemple, qu'on retrouve dans un téléphone. Donc un des sujets d'ailleurs qu'il y a avec l'IT, donc avec la high-tech, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments dans un petit matériel, et du coup, c'est très difficile à recycler. Alors, en termes d'énergie, quelles sont les sources de consommation énergétique? Alors, on a 3 sources, on va dire, principales. Ce sont les data centers, donc ça, on connaît bien, hein, les serveurs qu'on peut voir un petit peu partout, fleurir d'ailleurs en ce moment. On a le réseau, donc tout ce qui permet d'acheminer les octets à travers Internet. Et puis, on a les terminaux, donc ça va être les écrans, les smartphones, les PC, etc. Là, on peut voir un petit peu ce que représente la consommation globale de l'IT, des systèmes d'information, par rapport à la consommation globale de notre pays. Donc, on voit quand même que c'est une partie assez importante. Et là, ici, vous avez l'évolution qui est prévue. Et ici, vous avez la répartition
de la consommation énergétique en fonction du type de périphérique. Donc vous avez les terminaux domestiques, donc les appareils qu'on a tout un chacun chez soi. Les terminaux professionnels, donc par exemple les panneaux publicitaires, les affichages à la SNCF, etc. Vous avez les serveurs, donc là c'est les data centers. Et puis vous avez ici les infrastructures de réseau, ce qui permet d'acheminer les octets sur Internet. Sauf que ça va pas rester comme ça. Là, on a une prévision de l'évolution de cette consommation. Et en fait, on peut voir que là où la production des appareils numériques va générer, on va dire, une consommation d'énergie constante à peu près, en légère augmentation, là où les terminaux des utilisateurs vont réduire en termes de consommation parce qu'on fait des progrès dans ce qu'on appelle l'efficience énergétique, il va y avoir une augmentation de la consommation des data centers due à l'augmentation de l'IA et à l'essor du streaming vidéo. Et puis, il va y avoir une augmentation aussi pour les réseaux, parce que les réseaux filaires, donc par exemple la fibre, ça consomme peu d'énergie, mais les réseaux sans fil consomment beaucoup d'énergie. Or, on est de plus en plus sur du réseau sans fil, et on est aussi de plus en plus avec de plus en plus d'appareils connectés dû à l'essor de l'IoT, donc c'est l'Internet des objets, Internet of Things. Bon, là, c'est la même chose qu'en haut, donc je vais pas revenir dessus. Et alors, ce qui est intéressant aussi, parce que on a tendance parfois à jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est de voir un peu les différents usages du trafic Internet, les différents usages, ce qu'ils représentent en termes de trafic sur Internet. Et là, vous pouvez voir que le streaming vidéo représente une grosse partie des usages. Le jeu vidéo également. Les pages web, bon, ça c'est quand vous consultez des sites Internet. Les réseaux sociaux, le partage de fichiers, et là on est plutôt sur des utilisations, on va dire, professionnelles. Donc en fait on peut voir que les utilisations professionnelles d'Internet représentent pas tant que ça en fait finalement par rapport aux utilisations de type loisirs, divertissement. On peut voir aussi que le Bitcoin, donc qui est une monnaie virtuelle, consomme plus que la Norvège ou la Belgique en termes de consommation électrique. Donc c'est quand même quelque chose à noter, que c'est pas du tout anodin l'essor des monnaies qu'on appelle ça déjà, des crypto-monnaies. Oui. Ensuite, là, on a le poids des déchets électroniques en fonction des pays. Donc, en fait, on peut voir qu'un Français consomme 21 kilos de déchets électroniques par an. Ça vous semble peut-être énorme, mais en fait, dedans, il y a vos appareils à vous, mais il y a aussi les appareils des entreprises que vous utilisez et aussi les appareils de l'État, des collectivités. Par exemple, les appareils que la mairie va jeter, eh ben, ils se retrouvent dans ce graphique. Alors, pour ce point-là, il y a quand même un point à noter, c'est que donc si on regarde par exemple les États-Unis, c'est à peu près autant de consommation, c'est parce qu'il y a un énorme marché de la seconde main. Et pour ce qui est par exemple du renouvellement des parcs du ministère des Finances ou des choses comme ça, on peut regarder sur les domaines donc le site des enchères du gouvernement, et on va obtenir beaucoup de matériel de seconde main par ce biais. La chose est que c'est pas encore assez présent, c'est pas encore systématique, par exemple, de demander à la mise en vente comme ça de ces notamment des NUC, hein, donc des petits ordinateurs utilisés comme terminaux par les personnes en question. C'est donc quelque chose qui est à développer, par exemple. Oui, il y a d'ailleurs des associations qui récupèrent le matériel, par exemple, pour le recycler. Je sais que l'AFAD du Douaisis fait ça, en fait. Ils font du rétrofit d'ordinateurs en mettant des SSD dedans pour qu'ils deviennent plus rapides, parce qu'on sait qu'un ordinateur avec un disque dur, généralement, c'est pas très rapide. Mais il y a quand même sur le plan de la récupération du matériel informatique, ça serait bien d'avoir quelque chose qui soit systématiquement organisé, parce que quand on est un particulier comme ça et qu'on a des vieux ordinateurs dont on souhaite se débarrasser sans vouloir les jeter, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui va vous les prendre. Il y a une époque où moi j'ai été chez Emmaüs, mais au bout de quelques années ils ont dit non, on fait plus ça, parce que ça consomme énormément de main d'œuvre, d'espace de stockage, ça leur demande beaucoup de travail pour un bénéfice qui est, enfin un bénéfice. Ça leur coûte, quoi. Ça leur coûte énormément et c'est pas très, pour eux, c'est pas très intéressant.
Et d'ailleurs, là, on peut voir que l'évolution des quantités de déchets d'équipements électriques. Là, ici, vous voyez les déchets qui sont produits. Là, vous voyez les déchets qui sont collectés. Et là, vous voyez les déchets qui sont traités. Donc, en fait, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de travail pour collecter les déchets et surtout pour les traiter. Donc, les déchets électroniques, hein, bien sûr. Là, vous pouvez voir le recyclage des métaux dans les smartphones. Donc, vous pouvez voir que bon, ici, ça, c'est le fer, le platine, l'argent, l'or, tout ça, c'est quelque chose qui est facilement retraité. Par contre, vous pouvez voir ici le lithium. Donc ça, le lithium, c'est dans les batteries de votre téléphone, par exemple. C'est ça, l'arsenic, l'indium, tout ça, c'est quasiment pas retraité. Alors, il y a des évolutions, mais on voit quand même qu'il y a du travail. Alors, bien sûr, au niveau de la mairie, on va pas forcément révolutionner le traitement des déchets électroniques. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de moins en produire, par exemple. Donc là, on va basculer un peu sur justement... alors, d'abord, peut-être remettre en contexte aussi, parce que là on est parti sur l'impact écologique de l'IT, mais en fait il n'y a pas que l'impact écologique, bien sûr, il n'y a pas que à l'aune de l'impact écologique qu'on doit évaluer l'intérêt ou non d'une technologie. On a fait un peu une petite liste des effets positifs et des effets négatifs de l'IT. L'idée, c'est de ne pas être dans l'optimisme BA, à se dire c'est génial, dès qu'il y a un nouveau truc on l'achète, dès qu'il y a une nouvelle technologie on plonge dedans sans même se préoccuper de potentiellement les impacts que ça peut avoir. Par contre, l'idée, c'est justement d'essayer de garder le meilleur, parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes dans le numérique. Moi, je travaille dedans, j'ai pas changé de métier, quoi, donc parce que je suis écolo. Donc il y a des choses à faire quand même avec le numérique. Et l'idée, c'est de les faire, justement. Donc les effets négatifs, par exemple, bon, vous avez tous remarqué l'essor des fake news, par exemple, l'abus des écrans, notamment avec les enfants, ça pose des problèmes de développement. Il y a aussi le problème de la sédentarité, c'est-à-dire de plus en plus, plutôt que d'aller à une conférence, à une réunion publique, on va attendre qu'il y ait un live organisé par les candidats aux élections. Bon, on le fait parce que justement on veut perdre personne dans ce processus, mais j'avoue que j'aurais été plus à l'aise de vous voir dans une réunion publique. Il y a aussi les faux profils. Alors là, nous, on en a été victime au début de la campagne. En fait, il y a une personne qui a fait un faux profil de notre tête de liste, Stéphanie Stiernon. Donc, on a réussi à le faire supprimer, mais en fait, ça a duré quand même quelques jours. Il y a des problématiques aussi de harcèlement moral, de harcèlement sexuel. Récemment, il y a eu le problème avec Twitter, des personnes qui qui utilisaient l'IA pour transformer des photos de personnes en photos de ces personnes nues. Donc en fait, ça pose quand même question, ces usages. Qu'est-ce qui passe par la tête des gens qui ont ce genre de comportement ? Ça peut aussi générer de l'isolement, parce qu'en fait, on a des personnes qui du coup commandent sur Uber, commandent sur Internet, se déplacent plus, vont plus dans les magasins, et du coup, finalement, se retrouvent un peu seuls chez eux et face à leurs problèmes parfois. Et en fait, avoir du contact humain, souvent, ça peut être une clé aussi pour mieux vivre. On a des problèmes aussi de surveillance généralisée. Typiquement, en Chine, aujourd'hui, on est un peu au paroxysme de cette surveillance généralisée. On sait qu'il y a des caméras un petit peu partout. Les gens sont reconnus facialement. On se retrouve avec des notations qui font qu'on va pouvoir avoir un logement ou pas en fonction de si on a eu le bon comportement ou pas, en fonction du bon comportement du gouvernement. C'est-à-dire que en fonction du gouvernement, les comportements changent. Donc c'est quand même quelque chose qui peut interroger par rapport à la liberté des personnes, à la liberté dans l'espace public. On le voit aussi aux États-Unis, où il y a les caméras qui sont utilisées pour identifier des plaques, qui sont utilisées pour retracer des gens face aux agissements de ICE, par exemple, ou des choses comme ça. Donc il y a un vrai problème de centralisation de ce genre de données à très grande échelle. Et sans compter aussi que tout ce traitement, par rapport à l'impact écologique qu'on a montré tout à l'heure, ça ne fait que l'agrandir. C'est-à-dire que quand vous avez si admettons on force le trait, on met une caméra vidéo à chaque coin de rue de la ville de Douai, en fait le data center dont on va parler tout à l'heure de la Brayel, en fait peut-être qu'il sera même pas suffisant en fait pour traiter toutes ces données. Donc à un moment donné, il faut aussi s'interroger. Est-ce qu'il vaut mieux pas des personnes plutôt que des caméras qui vont avoir un impact, on va dire important
important sur le développement des déchets électroniques, de la consommation électrique qui lui est liée, etc. Ensuite, il y a aussi des problèmes de vie privée. Alors par exemple, un truc qui est assez triste en fait, c'est la surveillance généralisée des GAFAM qui font que on a un peu tous les détails sur la vie privée d'une personne. Et en fait, par exemple, il y a eu un problème par rapport aux personnes aux femmes qui étaient enceintes et qui perdaient leur enfant, parce que en fait, quand elles étaient enceintes, elles faisaient des recherches par rapport au fait qu'elles étaient enceintes, qu'elles allaient accueillir un enfant. Et en fait, Google enregistre ça par exemple et vous met des pubs pour votre enfant. Sauf que quand vous l'avez pas, à terme, et c'est une catastrophe, c'est un drame dans une famille, en fait vous avez les publicités, vous voyez votre enfant grandir à travers les publicités, enfin votre enfant qui aurait dû grandir mais qui finalement n'a pas grandi, vous voyez des publicités pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça générait des vrais problèmes pour certaines personnes qui en fait avaient du mal à se sortir de leur deuil en fait. Donc je pense qu'on a fait le tour. Il y a aussi quelque part par exemple les réseaux sociaux sont un forum d'expression publique. Sauf que c'est un forum d'expression publique détenu par des sociétés privées. Donc ça pose un problème de privatisation de l'espace public. Dans la rue, vous faites ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez, et les seules personnes qui peuvent vous empêcher de faire ce que vous voulez, de dire ce que vous voulez, c'est l'État. C'est l'État qui est le représentant de la démocratie. Et donc un policier peut pas faire n'importe quoi. Il peut vous appréhender si vous faites quelque chose d'illégal, mais les choses qui sont illégales ont été déterminées démocratiquement à l'Assemblée nationale par des lois qui ont été votées. Le problème de Facebook, Twitter, etc., c'est que finalement, c'est un peu la loi de la jungle. Et en fait, ce sont les sociétés privées qui vont décider de ce qui est illégal, de ce qui n'est pas illégal. Et donc, si vous mettez, je crois qu'à un moment donné, il y avait eu des photos artistiques, on va dire, de nus ou ce genre de choses qui avaient été supprimées, alors que c'était des trucs qui avaient été faits au XVIIe siècle. Donc, il y a aussi une notion de les sociétés privées ont le contrôle sur un espace qui en fait devrait être public. Donc ça, c'est les effets négatifs. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez en rajouter une couche. Non. Moi, je voudrais revenir un peu plus près de ce qui nous occupe maintenant, qui est les élections municipales. Et donc, alors attends, parce que je dois dire quand même les effets positifs, parce que sinon on va se retrouver avec que des effets négatifs. On arrête tout de suite le live et on dit bon c'est tout, on arrête Internet, on ne fait plus du tout de stream. Donc on va juste faire les effets positifs, parce que quand même il y en a. Je vais les lister et après je suis d'accord avec toi, on va passer à la suite. Alors les effets positifs, c'est qu'on peut faire des démarches en ligne. Il y a des personnes qui peuvent ou qui ne veulent pas forcément se déplacer, qui peuvent gagner du temps à faire des démarches en ligne. Donc c'est quand même quelque chose de positif. Par exemple pour les impôts, pour la plupart des personnes aujourd'hui, c'est relativement facile puisque les feuilles d'impôts sont pré-remplies et on a juste à valider par internet qu'on n'a pas eu de revenus supplémentaires et basta quoi. Donc c'est quand même quelque chose d'assez pratique. On peut faire aussi une meilleure gestion, que ce soit dans les entreprises, que ce soit au niveau des collectivités ou au niveau des foyers, en utilisant les bons outils. C'est les outils professionnels dont on parlait tout à l'heure et qui en plus n'ont pas forcément un gros impact en termes de consommation de ressources. On peut aussi faire de l'implication citoyenne comme on est en train de faire aujourd'hui, comme on peut faire aussi demain au niveau de la mairie de Douai, comme ça a été fait d'ailleurs déjà, on en parlera tout à l'heure. Bien sûr, on peut partager de l'information, on peut partager des savoirs et en fait on peut le faire même en coopérant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez Wikipédia qui est on va dire l'espace de savoir commun que tout à chacun peut utiliser, et en fait autrefois il fallait acheter une encyclopédie, c'était pas donné une encyclopédie. Sans compter que c'est une encyclopédie, c'était actualisé tous les 20 ans, 30 ans. Maintenant, Wikipédia, c'est actualisé en temps réel. Et vraiment, il y a un progrès énorme. Accessible très facilement. Il n'y a pas de comparaison. Et tout le monde peut d'ailleurs modifier Wikipédia. Donc en fait, c'est aussi quelque chose de vivant et de gérer démocratiquement. Modifier, mais de manière contrôlée, validée. Donc au début il y a eu des critiques là-dessus, des gens qui disaient oui Wikipédia c'est pas terrible. Alors c'était à l'époque où
une grosse firme américaine vendait une encyclopédie sous forme de CD et elle avait répandu pas mal de bruit sur Wikipédia qui était encore débutant. Et Wikipédia a modifié son fonctionnement pour avoir des comités d'experts qui valident les pages et qui les verrouillent pour éviter qu'il y ait des interventions, disons, malveillantes, en fait. Et donc ça, c'est très bien au Très point cadré. maintenant. Et c'est sur des standards académiques qui sont les standards américains, mais qui sont vraiment très solides. Ça, faut reconnaître. Donc, quand on consulte Wikipédia, on a les meilleures chances d'avoir la meilleure information. Vraiment. Alors, pour ça, moi, j'ai des contre-exemples. J'ai des contre-exemples, et Il y en notamment a toujours. sur les pages des personnalités locales du Douaisis, Oui, où là, ça, on a des pages qui ont été, rédigées très probablement par les collaborateurs ou les Oui. collaboratrices de ces personnalités du Douaisis, mais on a le cas aussi au niveau du Parlement. Donc, je vous invite à faire vos recherches. Je vais pas faire de name dropping, comme on dit, mais il y a des petites perles à regarder, des trucs qui sont pas très c'est vrais. peut-être le secteur le plus en fait qui prête à critique. À Parce critique, que ouais. sur tout ce qui est vraiment académique, scientifique, etc., c'est bien validé. Vous ne trouverez pas sur Wikipédia une page qui va défendre des théories fumeuses comme la Terre plate. Désolé, je prends peut-être un peu parti, mais c'est quand même la réalité. Bah, je pense qu'on peut prendre tous parti aujourd'hui sur le fait que la Terre est ronde, enfin sphérique. Et du coup, dernier effet positif, c'est aussi la possibilité de s'exprimer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on s'exprime librement. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours cette problématique de Facebook pourrait nous couper. Là, il pourrait décider que ce qu'on fait, c'est beaucoup trop clivant, parce qu'en plus, on va dénoncer les GAFAM là bientôt. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça a créé cette possibilité. Et d'ailleurs, on pourrait le faire sans les GAFAM. On pourrait continuer de s'exprimer sans les GAFAM. Pour ça, il faudrait une volonté politique. Et du coup, ça me donne une transition vers ce qu'Henri appelait de ses voeux, c'est-à-dire que peut la mairie ? Alors bon, moi je vois juste un domaine, probablement que j'en ignore d'autres, mais il y a très concrètement, en ce qui concerne une municipalité, il y a un problème de coût. Et donc, il y a une chose qui est dans une municipalité, dépense énormément. Bon, il y a du matériel, ça on ne peut pas faire sans, mais le logiciel coûte énormément. Et quand c'est du logiciel propriétaire qui appartient à une firme comme Microsoft, pour ne pas les nommer, mais il y en a d'autres, c'est le coût des logiciels sous forme de licences, qui sont maintenant en fait des abonnements, est très 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 élevé, et on a des exemples d'institutions chez nous qui sont passés du logiciel non propriétaire, donc du logiciel libre, et qui ont fait des dizaines de millions d'euros d'économies par an au niveau national. Donc une municipalité, je pense, devrait y songer, parce que les licences, on les paye tous les ans, et un logiciel libre, alors il y a des coûts. Faut pas penser que ça va être entièrement gratuit. On va mettre en place une infrastructure avec des logiciels libres, il va y avoir des coûts, mais c'est un investissement, parce qu'après on va économiser sur des licences qu'il n'y a pas à payer. Donc ça, c'est un aspect. Il y a d'autres choses. Pour le point des coûts, il y a quand même quelque chose à soulever, c'est que ça fait qu'on embauche aussi des gens localement pour du travail qui peut être un petit peu basique pour certains points, mais qui va être du travail. Donc ça crée aussi de l'emploi. En fait, on redirige l'argent qu'on mettrait dans des licences vers de l'emploi. C'est quelque chose d'intéressant à noter, je pense, quand même. Oui, je pense que c'est un point sur lequel on pourra avoir une meilleure gestion de l'argent public, quoi. Et là, d'ailleurs, je vous mets en direct un site internet qui évoque le cas d'Arles, qui est passé à l'utilisation de logiciels libres et qui a fait une économie de 450 000 euros. Donc on voit que quand même, c'est quelque chose qui n'est pas neutre. C'est significatif. Et puis il y a aussi les logiciels libres offrent une certaine garantie de transparence aussi sur ce qui se passe. Comment le logiciel est conçu, etc. Puisque tout le monde peut aller voir. Donc on peut toujours demander à quelqu'un qui est un peu pointu dans le domaine. Il va vous garantir le fait que ça fonctionne bien, sans aller pomper vos données ou des choses comme ça, quoi.
Et un petit point aussi, c'est que quand on utilise des logiciels libres, en fait, très souvent, on va s'assurer que nos données, dans l'avenir, on pourra les réutiliser. Exporter ce qu'on fait actuellement vers l'avenir, plutôt que de devoir à un moment repayer un coût pour le transfert d'une version à une autre ou des choses comme ça. Oui, ce qui est un grand classique du milieu. Oui, une pérennité des données, des formats de données, voilà. Hein, D'ailleurs, on a une question d'Isabelle qui nous dit, au lieu de jeter les ordinateurs, pourriez-vous recycler ces ordinateurs? Alors en fait, c'est une très bonne question parce que justement, aujourd'hui, on a un truc qui s'appelle l'obsolescence programmée. Oui. Tu parlais tout à l'heure de Microsoft. On a vu que dernièrement, en fait, il y a une augmentation. Alors moi, j'utilise pas Microsoft, j'utilise Linux, donc je crois que c'est de Windows 10 à Windows 11, et donc en fait, les gens n'ont pas pu mettre à jour leur ordinateur, et il y a un certain nombre de personnes qui se retrouvaient face au choix de soit jeter leur ordinateur pour en acheter un autre et rester sur Windows, ou soit plutôt de passer sous Linux. Et en fait, demain, dans une mairie, si on privilégie les logiciels libres, ça veut dire qu'on va jeter moins fréquemment aussi des ordinateurs. Et puis, quand on va les jeter, ça veut dire qu'ils seront au bout de leur vie, entre guillemets, parce qu'on jettera pas un ordinateur. On jettera un ordinateur parce qu'il fonctionne plus, en fait, tout simplement. Alors, en ce qui concerne le logiciel libre, on peut aussi avoir des logiciels libres qui sont qui vous demandent pas de racheter un ordinateur nouveau tous les 2 ou 3 ans, et puis aussi des logiciels qui peuvent être plus ou moins adaptés, ou si une municipalité emploie quelques personnes pour ça, justement, faire des configurations qui permettent de ne pas devoir changer du matériel et investir sur du matériel plus cher et des choses comme ça, quoi. Alors, je pense que là, on a beaucoup parlé du matériel, mais en fait, il y a d'autres choses. Alors, en fait, ce que peut faire la mairie déjà, dans un premier temps, c'est monter en compétence. Donc, on l'a vu, le logiciel libre, ça existe. Bien sûr, il faut monter en compétence sur le logiciel libre, parce que bien sûr, quand on a passé toute sa vie à utiliser Windows, c'est difficile de passer sur Linux. Enfin, c'est pas si difficile que ça, mais c'est difficile. Hein, non, ça demande de sortir de sa zone de confort. Je pense qu'une municipalité qui devrait faire de la formation pour un nouveau logiciel, ça ne sera pas plus compliqué qu'un logiciel propriétaire, moins on est bien de d'accord. licence. Du coup, voilà, il y a quand même une montée en compétences. Après, il y a une montée en compétences aussi si justement, au lieu d'utiliser les GAFAM, parce que les GAFAM, on appuie sur un bouton, ça fonctionne. Si on utilise les logiciels libres en local, par exemple, nous, on souhaiterait utiliser un système d'information géographique libre, ça veut dire qu'il faut gérer un serveur de système d'information géographique. Donc, en l'espèce, par exemple, OpenGIS fait ça. Mais du coup, ça demande de former les équipes quand même de la mairie à la gestion de ces serveurs. Oui, ceux qui gèrent les serveurs. C'est ça. Mais les utilisateurs finaux, non. Ça change rien. Ça change pas grand-chose. Mais du coup, par contre, le gros avantage, c'est comme tu disais, c'est que ça crée de l'emploi en local. Puis c'est surtout qu'on internalise la compétence. On n'est pas dépendant d'une entreprise tierce, privée. On est une collectivité qui finalement se tient debout sur ses 2 jambes toute seule, sans avoir besoin d'une béquille qui vient d'outre-Atlantique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a aussi la question de la souveraineté notamment numérique, et en fait si on veut pouvoir maîtriser aussi le logiciel, et c'est très important le logiciel dans une organisation, en fait idéalement il vaut mieux utiliser du logiciel libre parce qu'on a la main. Sans compter aussi l'efficacité, parce que si on ne doit pas dépendre d'une boîte qui est à l'autre bout de la planète, si la compétence est là, l'accessibilité à la maintenance, tout ça est meilleur, quoi, est plus simple. Ouais. On a vraiment beaucoup en plus en France, on a vraiment beaucoup de gens qui ont des compétences spécifiques dans certains domaines, hein, notamment, je veux dire, même dans les domaines très techniques, des serveurs, de l'hypervision et tout, donc des machines virtuelles. On a vraiment des gens très très bons. Autant que ça reste dans le pays un maximum si on doit acheter des licences ou autre. Et en plus, c'est des gens qui sont capables de vraiment s'il faut faire la moitié du pays pour venir filer un coup de main pour un truc, il y a moyen de s'arranger avec ce genre de personnes. Et
toutes ces associations, toutes ces entreprises en question, c'est des gens qui sont arrivés juste avant le Covid, par exemple, et ils ont tout construit sur du logiciel libre. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à favoriser. D'ailleurs, il existe ce qu'on appelle des chatons. Alors, me demandez plus ce que veut dire l'acronyme, mais en fait, ce sont des entreprises qui justement ont décidé de se spécialiser dans le déploiement de logiciels libres pour les entreprises. Les chatons sont des associations, mais d'accord. Ils travaillent, ils sont vraiment très actifs et même sur l'île, par exemple, on en a 2 ou 3. Donc, faut vraiment pas hésiter. À les contacter. C'est un très très bon milieu en tout cas pour aider à ce genre de choses. Alors après, je voudrais qu'on sorte quand même de la technique, parce que c'est vrai qu'on a quand même des techniciens, mais en fait, il y a d'autres choses qui sont quand même beaucoup plus haut niveau. Mais typiquement, en fait, on peut former aussi les agents au risque du numérique. Tout à l'heure, on a parlé de toute la gamme de risques que le numérique crée, et en fait, former les agents, que ce soit les agents qui sont dans les écoles, que ce soit les agents qui sont dans les administrations, aux dangers que peuvent représenter les appareils numériques, aussi former les agents à la sobriété numérique, c'est-à-dire dire quand on n'a pas besoin de passer par le numérique, autant éviter de passer par le numérique, et ça évite d'avoir des coûts supplémentaires. Parfois, c'est plus simple de se voir en personne. Voilà. On a aussi parmi les choses qu'on peut faire pour monter en compétences, c'est la formation, par exemple. On peut, par exemple, former les utilisateurs à utiliser des nouveaux logiciels, ou à mieux utiliser le logiciel de manière, on va dire, plus respectueuse de l'environnement. La deuxième chose qu'on peut faire, par contre, c'est montrer l'exemple. Donc on peut montrer l'exemple en utilisant les logiciels libres, mais aussi on peut montrer l'exemple, par exemple, en ayant des services qui sont accessibles aux personnes qui ont un handicap visuel, par exemple, parce qu'il faut savoir qu'un site internet, par exemple, n'est pas nécessairement accessible aux personnes qui ont un handicap. Il faut faire un effort spécifique pour que ces sites internet soient accessibles. On peut aussi montrer l'exemple par rapport au droit à la déconnexion. Par exemple, une mairie peut se dire, en fait, je n'envoie pas de mail après 18 heures. On peut d'ailleurs programmer un email pour qu'il soit envoyé que le lendemain matin. Moi, c'est ce que je fais. Il y a aussi un aspect qui est que il faut prendre en compte, si on part dans, chercher une plus grande efficacité avec généralement des systèmes assez intégrés. Sur une mairie, ce serait bien qu'il n'y ait pas des petits bouts de systèmes informatiques dans tous les coins qui sont incompatibles entre eux, c'est très bien, mais il faut penser aussi qu'un certain nombre d'usagers n'ont pas forcément un accès facile au numérique, qu'il y a des gens qui ne s'y font pas pour certaines raisons. Il peut y avoir des gens qui sont un peu trop âgés, qui n'ont pas eu le numérique dans leur biberon, des choses comme ça. Et puis d'autres choses. On peut ne pas souhaiter recevoir des choses par SMS, par email. Et puis il faut que ce soit accessible. Il y a déjà eu des cas de panne généralisée. Je me souviens d'une panne de téléphone qui a paralysé presque toute la France il y a quelques années. Il faut pouvoir faire face et il faut donc avoir accès aux documents papier. Oui, ça c'est la question de l'alternative papier qui, à mon avis, doit être systématique dans les communes. Il faut que ça reste accessible. Peut-être pas forcément d'entrée de jeu, mais en cas de problème, il faut que la municipalité puisse proposer une alternative papier. Ça me paraît... il y a pas mal de démarches administratives actuellement qu'on ne peut plus faire que en ligne. Ça me pose un problème. Alors après, il y a aussi, on va essayer d'avancer un peu plus vite, parce que là je vois que le temps passe. Il y a aussi la possibilité de faire moins de réseaux sociaux. À l'initiative des écologistes du Douaisis, la commune de Douai a quitté Twitter. Nous, on trouve que c'était une bonne chose, mais en fait, on voulait aller plus loin, comme par exemple utiliser des réseaux sociaux libres, comme Mastodon par exemple, qui est un réseau social libre qui permet d'avoir la maîtrise justement sur le contenu. Donc ça permet de faire redevenir les réseaux sociaux un espace public, un espace commun. On a aussi potentiellement la possibilité d'utiliser le mail. Le mail, c'est pas un gros mot, c'est pas parce que c'est ancien que c'est quelque chose de mauvais. D'ailleurs, une lettre d'information pour la commune, c'est plus intéressant que d'envoyer les gens sur Facebook, parce que quand vous envoyez
les gens sur Facebook, déjà, vous n'êtes pas sûr que les gens vont voir vos messages, parce que pour qu'ils voient vos messages, il faut que l'algorithme de Facebook décide que c'est intéressant de donner vos messages à voir. Si l'algorithme de Facebook décide de mettre une publicité à la place, il va mettre une publicité à la place en fait, et le message de la commune ne sera pas vu. Donc on se retrouve à faire des publicités pour que nos messages soient vus. J'ai régulièrement vu le département du Nord, par exemple, payer de la publicité pour que leur message soit vu. Donc on donne directement de l'argent aux GAFAM plutôt que de récolter l'adresse email des usagers avec lesquels on a quand même des contacts réguliers quand on est une administration publique. C'est quand même un peu dommage de pas exploiter justement le mail, qui est un outil qui permet d'être sûr en fait que quand on envoie un mail à quelqu'un, cette personne le reçoit. Donc nous, par exemple, avec Doué Collectif, on voudra mettre en place une lettre d'information qui sera le médium principal pour contacter les usagers. On va pas forcément quitter Facebook, mais par contre, on va avoir une stratégie d'extirpation des utilisateurs de Facebook. L'idée, c'est de dire plutôt que de créer du contenu original sur Facebook, on va créer du contenu original sur le site internet de la ville et on va partager les liens du site internet de la ville de manière à ce que les gens viennent sur le site internet de la ville, potentiellement s'inscrivent à la lettre d'information et évitent justement tous les biais qu'il y a des réseaux sociaux, c'est-à-dire la publicité. Il faut savoir aussi que chaque fois que vous mettez un message sur les réseaux sociaux, il y a un algorithme d'intelligence artificielle qui tourne. Donc en fait, c'est beaucoup plus consommateur aussi en termes énergétiques. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre en place l'open data. Donc l'open data, c'est quoi ? C'est la commune a des données, elle les met en libre accès. Et par exemple, là-dessus, on a un exemple assez frappant qui est l'exemple du SMTD. En fait, le SMTD ne diffuse pas dans le bon format les arrêts des bus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous utilisez un planificateur d'itinéraire pour dire comme Google Maps, comme Waze, ce genre de choses, en fait, vous n'avez pas l'alternative en bus. Donc c'est dommage parce qu'en fait on va vous proposer d'y aller à pied, à vélo, en voiture, mais on va pas vous montrer qu'en fait en bus c'est la meilleure alternative. Donc ça c'est un peu dommage. Nous si demain on arrive au SMTD, c'est la première chose qu'on proposera. Bon, pour rien vous cacher, on l'a déjà proposé. Aujourd'hui ça n'a pas été, c'est resté un peu lettre morte, mais du coup on fera du lobbying pour que ce soit mis en œuvre. Parce que la gratuité des transports en plus existe, donc c'est génial. Enfin je veux dire, il faut absolument que les gens puissent l'utiliser le plus possible. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est supprimer la publicité numérique. Vous avez probablement remarqué que au niveau de l'office de tourisme de Douaisis-Aglo, vous avez des écrans LED qui tournent H24 quasiment. Quel est l'apport ? Quel est l'intérêt aussi, notamment architectural ? Est-ce que c'est pas quelque chose qui nuit quelque part aussi à l'image de la ville ? D'ailleurs, c'est un peu... Pour un office de tourisme, c'est un peu contradictoire en fait de poser un problème en termes d'architecture ou en tout cas de respect de la ville. Et aussi, ce qu'on peut faire, c'est dans la ZAC du Luc, vous avez vu des grands panneaux de publicitaires, ce genre de choses. Nous, on est plutôt pour éviter, pour ne pas en mettre. En plus, ça déconcentre les automobilistes, c'est accidentogène. Et puis au final, est-ce que réellement les gens les regardent ? Et enfin, ce qu'on peut faire aussi au niveau de la commune, c'est promouvoir des bonnes pratiques. Donc on en a parlé, on a parlé du logiciel libre, on a parlé aussi de faire ce qu'on a dit aujourd'hui, en fait, de proposer des alternatives aussi aux GAFAM, plutôt que d'envoyer les gens vers Facebook, vers Google, les envoyer vers des choses qui sont peut-être un peu plus respectueuses de leur santé mentale, de leur temps aussi, parce qu'en fait on sait que les réseaux sociaux sont des aspirateurs à attention. On peut aussi prôner la déconnexion, dire aux gens déconnectez-vous, venez, allez, là cette fois-ci on lâche les réseaux sociaux, on met les téléphones, on laisse les téléphones à l'entrée. Enfin, je veux dire, il y a tout un ensemble de choses que la mairie peut faire pour sensibiliser les gens à l'impact justement du numérique. On peut aussi lutter contre l'électronisme, la fracture numérique, parce que oui, effectivement, il y a des personnes. Alors c'est déjà fait un peu, il y a des médiateurs numériques, mais les médiateurs numériques vont pas forcément promouvoir les alternatives libres. Ils vont nous expliquer comment aller sur Facebook, par exemple. Donc ça, c'est le genre de choses que nous on préférait éviter et plutôt montrer aux gens comment ils peuvent se libérer, comment ils peuvent s'émanciper grâce au numérique plutôt que de devenir finalement de simples consommateurs. La stratégie d'extraction, on en a parlé. Et puis en fait, ce qu'on peut faire aussi, donc là c'est un peu plus économique comme raisonnement, mais on peut favoriser l'essor d'un écosystème vertueux. Et là ça boucle avec ce que tu disais tout à l'heure, de créer de l'emploi en local. Donc pourquoi pas justement créer un écosystème de start-up à Douai, mais
qui utiliserait du logiciel libre et qui serait plutôt basé sur des systèmes de coopérative. En plus, on a l'IMT ici en local, donc en fait, on a des ressources qu'on peut utiliser pour justement essayer de favoriser ce développement. On peut aussi utiliser la commande publique comme levier pour que cet écosystème se développe. Si bien sûr demain on utilisait le logiciel libre, peut-être que demain ici en local on aura une société spécialisée dans le libre qui va se créer, ou même un chaton qui va émerger, et en fait on sera bien content de pouvoir faire appel à ce chaton. On peut aussi aujourd'hui, on parle beaucoup de smart city, de smart building, donc c'est-à-dire on va éteindre le chauffage, on va éteindre les éclairages, ceci, cela. Pourquoi pas, mais à ce moment-là, faisons-le de manière libre, avec des outils qu'on maîtrise. Ça, c'est important. Voilà, plutôt que de dire on va confier à telle ou telle entreprise la technologie qui finalement on va pas maîtriser derrière. Là, il y a un aspect qui est généralement, les logiciels libres sont en moyenne mieux sécurisés que les propriétaires. Et donc, pour l'Internet des objets, si votre frigo est connecté, etc., ce serait mieux que ce soit bien sécurisé, de façon à ce que vous ne puissiez pas vous retrouver un jour poursuivi en justice parce que votre adresse IP a servi à faire des choses pas bien. C'est aussi pour ça que le côté interopérabilité et persistance au travers des versions, c'est important, par exemple, parce que ça fait qu'on n'a pas, comme je disais, on nous met pas au pied du mur et à nous dire il faut payer beaucoup plus, par exemple. Donc même au long terme, c'est une très très bonne sécurité pour juste le portefeuille de la ville, tout bêtement, mais aussi pour tout ce qui est compétences et personnes dans la ville, puisqu'il y a quand même un côté où souvent par design, on va être beaucoup plus à protéger la vie privée avec ce genre de logiciel, et de sécurité en plus. Et en plus, souvent, c'est des logiciels qui vont être plutôt réparables. Et d'ailleurs, on peut peut-être boucler sur le fait que pour tout ce qui est matériel de la commune, on peut essayer aussi de favoriser du matériel qui est réparable, comme le Fairphone, par exemple. Donc là, vous avez un Fairphone, c'est un téléphone qu'on peut entièrement démonter, et avec 2 téléphones en panne, on peut faire un téléphone qui marche. Quand on est une commune et qu'on a peut-être une flotte de 100 téléphones, c'est intéressant en fait de passer par ces matériels. Alors, j'ai une espèce de... Je dirais pas que c'est une anecdote, mais pour illustrer l'intérêt du logiciel libre pour le secteur public, je rappelle juste que l'administration dont le système en ligne fonctionne le mieux, c'est, devinez, les impôts. Ils sont sous logiciel libre, ils sont sous Linux, ils ont 1000 serveurs Linux. Ce qui fait que aux impôts, c'est pas comme certaines administrations où au moment où il y a un coup de feu, par exemple pour les impôts, c'est le moment où les gens payent leurs impôts, etc. Eh bien, où les serveurs s'effondrent. Non, là, avec les impôts, ça marche très, très, très bien. Donc c'est un bon cas d'usage, et d'ailleurs faut savoir aussi que dans la plupart des entreprises, par exemple l'entreprise dans laquelle je travaille, zéro Windows sur les serveurs, en fait on n'utilise que Linux parce que c'est ce qui fonctionne en réalité. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage que parfois les collectivités soient un peu en retard sur l'adoption de technologies qui justement au contraire émancipent et permettent d'apporter de la liberté d'action, on va dire aussi aux organisations. Et enfin, je pense qu'un truc qu'on peut faire aussi en tant que mairie, c'est apporter du soutien logistique aux associations. Alors nous, par exemple, ce qu'on a fait, c'est que au niveau de Douai Collectif, on a pensé à mettre en place un studio de podcast. L'idée, ce serait de dire que les citoyens qui voudraient à un moment donné enregistrer des lives comme nous on le fait ici, ou par exemple enregistrer du contenu de podcast, puissent le faire avec du matériel semi-professionnel, on va dire, grâce à la commune. Donc par exemple une association qui voudrait produire un contenu, produire une émission ou ce genre de choses, en réalité elle pourrait le faire grâce au soutien de la mairie avec des outils qui seraient justement des outils ouverts et qui permettraient de faire ce genre de choses. Mais on pourrait aussi penser à plein de choses intéressantes dans la maison de la citoyenneté qu'on prévoit, justement pour essayer d'aider les gens à s'émanciper, mais grâce à l'informatique. Alors, il y a peut-être juste un petit épisode quand même qu'on pourrait souligner, c'est que au niveau de la mairie, au dernier conseil municipal, il y a eu la préparation du budget, et dans ce budget, il y avait 100 000 € pour les appareils et les licences des nouveaux élus quand ils arriveront. Donc en fait, c'était 100 000 € de dépenses pour du coup 45 potentiellement nouveaux élus. Et en fait, on se dit bon, quand même, quand on arrive au conseil
conseil municipal, on nous propose une tablette et un ordinateur, et si en plus on est au conseil d'agglo, on nous propose une tablette. Donc Stéphanie a fait une remarque là-dessus. Et d'ailleurs, le représentant du Rassemblement national, Thibault François, qui a été mal inspiré ce jour-là, lui a dit: Madame Ciernon, maintenant que vous avez été virée par Frédéric Chéreau de votre poste d'adjointe, vous devriez rendre l'ordinateur. Alors Stéphanie, ce qu'elle a dit, c'est désolé, mais c'est mon ordinateur. En fait, je n'ai pas accepté, quand je suis arrivé en tant qu'élu au niveau de la commune, la tablette. Je n'ai pas accepté l'ordinateur. Je n'ai pas accepté la tablette de l'agglo non plus, parce que j'avais déjà un ordinateur. Donc j'ai utilisé mon ordinateur. J'ai dû régler avec les services de la mairie, qui du coup sont tout à fait compétents en fait, les quelques petits détails qui ont permis que j'utilise mon ordinateur pour accéder aux différents services de la mairie. Donc en fait on voit que c'est possible. Donc en fait je l'ai préparé, Thibaut, voilà, ça c'est à Stéphanie, donc il reste ici. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on peut économiser 100 000 euros dès le prochain mandat. Et d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on va pas manquer de faire. Alors bien sûr, rassurez-vous, si vous n'avez pas d'ordinateur et que vous êtes élu, bien sûr que la mairie vous en proposera un. Mais si vous êtes élu et que vous avez déjà un ordinateur, la mairie vous proposera de faire comme Stéphanie, pour que vous puissiez éviter de créer de nouveaux déchets électroniques et simplement utiliser votre ordinateur pour accéder aux services. Là, j'avais préparé des tops et des flops, parce que l'idée, c'est aussi d'avoir un petit regard rétrospectif. Alors, par exemple, le budget participatif, moi, je trouvais que c'était intéressant de le mentionner, parce que pour le coup, c'est quelque chose qui a été plutôt bien fait, parce qu'il y avait une alternative papier à chaque fois. On pouvait proposer une idée en papier, on pouvait voter par courrier ou en papier dans des points relais. Donc ça, c'était très positif. Le seul truc, on va dire, pseudo-négatif, c'est que c'est passé par une société privée. Donc le logiciel, c'est pas un logiciel que la mairie détient. C'est un logiciel qu'une société privée propose. Donc là, il y a un petit axe d'amélioration, mais quand même sur la forme, c'était pas mal. Le site internet de la ville, il a été refait récemment. Moi, je pense qu'il est plutôt pratique. Par contre, je pense qu'il est malheureusement sous-utilisé par rapport aux réseaux sociaux. Et beaucoup de contenus sont produits sur les réseaux sociaux et en fait, vous les retrouvez pas sur le site internet de la ville. Alors que ce serait plutôt l'inverse qu'il faudrait, c'est-à-dire qu'il y ait du contenu sur le site internet de la ville pour que tout à chacun puisse le consulter, et ceux qui n'ont pas envie d'être sur les réseaux sociaux, n'aient pas nécessité d'y être, et puis qu'on partage ces contenus potentiellement sur Facebook avec la stratégie d'extraction dont je vous disais. Donc je dirais plutôt flop, même si c'est pas totalement négatif. Sur le système informatique actuel tel qu'il existe, on a vu qu'on pouvait l'adapter, donc ça c'est plutôt intéressant. En revanche, c'est beaucoup du Microsoft, c'est beaucoup des trucs un peu propriétaires, et là pour le coup c'est plutôt flop. On pense que là il y aurait vraiment une transformation à réaliser sur le système d'information de la mairie. D'ailleurs il a été hacké récemment, donc en fait on peut se dire que finalement c'est pas forcément en plus sécurisé, donc on pourrait dire tiens on va faire un truc privé, ça va être pro, puis au final c'est pire. Donc on peut se dire qu'on peut améliorer ça. Et puis après sur la communication numérique, là pour le coup je dirais aussi plutôt flop. Il faudrait quand même utiliser plutôt le mail et plutôt le site internet plutôt que d'utiliser les réseaux sociaux, même si il faut aller chercher les gens sur les réseaux sociaux comme on le fait aujourd'hui, mais ça peut pas être l'alpha et l'oméga de la communication de la commune. Bien au contraire, il faut que la commune s'émancipe et utilise ses propres supports de communication. Donc je vais regarder voir s'il y a d'autres questions, mais sinon je pense qu'on va s'arrêter. Au lieu de jeter les on l'a vu. Alors il n'y aura pas de data center à la Brayel, je vois. Alors est-ce que c'est une affirmation ou est-ce que c'est une question? Parce qu'en fait dans un article, Christian Poiret l'a affirmé. Alors est-ce que c'est que finalement depuis ils ont rétro-pédalé, ou est-ce que c'est que en fait il y aura pas de data center à la Brayel parce que Stéphanie va être élue et que Stéphanie va empêcher ce désastre? Pour information, la Brayel en fait c'est 80 hectares qui vont être artificialisés entre Lambre et Courchelette ou Coincy, je sais plus si c'est Coincy.
saurais pas dire. Bref, sur le secteur de la Braille. Et en fait, cette artificialisation, en fait, nous on estime qu'elle pourrait être évitée. Et pour la petite histoire, en fait, Stéphanie Stiernon, donc notre tête de liste, c'est la seule personne au niveau de l'agglo qui s'est opposée à cette artificialisation de la Braille parce qu'on estime que ça suffit. Dans le Douaisis, on a suffisamment bétonné. Maintenant, il faut réutiliser des friches plutôt que de supprimer encore une fois des terres agricoles. Donc je sais pas si c'est une affirmation ou une question. Et bravo Stéphanie Stiernon d'utiliser ton ordinateur. Et bah oui, bravo Stéphanie. Je pense qu'on peut la remercier. Et ben je pense qu'on va pouvoir peut-être se quitter, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Non, je crois qu'on a fait un peu le tour. Eh ben, merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que ce live vous a plu. Demain, il y a un live donc à 18h30 sur, si je me souviens bien, c'est Douai écologique. Donc ça va être un sujet, on va dire, qu'on maîtrise, mais vous avez pu voir qu'on maîtrise aussi d'autres sujets, par exemple le numérique aujourd'hui. Bonne soirée à toutes et tous et à très bientôt.